Retour au débat de France 24. La ville de Palmyre libérée donc du joug djihadiste par l'armée syrienne aidée de l'aviation russe. Une victoire pour l'armée syrienne qui peut changer la face de cette guerre. On en parle avec à nos côtés le général Dominique Trinquant, également le colonel Michel Goya et Philippe Migaud, directeur de recherche à l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques. On a vu évidemment dans la première partie de cette émission ce que signifiait cette victoire des forces de l'armée syrienne aidée de l'aviation russe. On peut se poser la question maintenant de savoir où vont aller ces forces après la reprise de Palmyre. La Russie, vous l'avez rappelé d'ailleurs, avait annoncé le début de son désengagement de Syrie. Michel Goya, avec Palmyre, elle fait machine arrière, c'est-à-dire qu'elle compte rester pour de bon, ou bien est-ce un baroud d'honneur, ou quelle va être la configuration désormais de l'intervention russe? Oui. Écoutez, Poutine a bien annoncé un retrait. Donc, il n'y a pas de changement de ligne. Il y a un changement de ligne dans la mesure où on va apparemment retirer un certain nombre de moyens aériens, semble-t-il. On va garder un certain nombre de dispositifs défensifs au sol, des défensifs anti-aériens. C'est-à-dire globalement toujours une protection face à la coalition, une protection des bases, bien sûr, certainement un certain nombre de conseillers, un appui. Maintenant, on ne sait pas encore très bien qu'est-ce qui va rester en réalité. Maintenant, il faut bien comprendre que c'était cette force de frappe aérienne, d'hélicoptères de combat, d'avions d'attaque qui constituait l'atout majeur de cette intervention et l'élément principal du succès des opérations de dégagement qui ont eu lieu. Donc maintenant, il est probable que cet atout en moins, cette force de frappe en moins, le potentiel offensif, les capacités offensives de l'armée d'Assad, on peut même plus, je ne sais pas si on peut encore même parler d'armée syrienne d'ailleurs, tellement il y a d'étrangers dans cette armée, de cette capacité offensive. Vous parlez notamment du Hezbollah qui participe activement. Des milices chiites qui viennent d'un peu partout. Avec nous en direct de Marseille, Myriam Benrad, chercheur associé à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, également à la Fondation pour la recherche stratégique. Myriam Benrad, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le débat de France 24. Quelle est d'abord votre réaction à la victoire de l'armée syrienne aidée de l'aviation russe dans la ville de Palmyre? Est-ce que c'est un changement significatif, un tournant dans cette guerre de Syrie, d'après vous? Écoutez, je pense que ce qu'on voit très clairement, c'est qu'il y a aujourd'hui une reprise d'un certain nombre de territoires par le régime, appuyé évidemment par les Russes. Alors pas seulement d'ailleurs l'aviation russe, il y a des troupes russes qui se trouvaient à Palmyre, un certain nombre de milices chiites, les Iraniens évidemment. La vraie question, à mon sens, c'est est-ce qu'on peut parler de libération? Parce que comme Michel Goya l'a dit durant ce débat, il y a eu énormément de violence commise lors de cette libération. Le régime lui-même, il faut quand même le rappeler, est toujours décrié par une partie importante de sa population. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire quand même attention aux qualificatifs qu'on utilise et ne pas oublier qu'on se trouve quand même encore dans un contexte de guerre civile de haute intensité avec évidemment des ingérences régionales comme il a été dit aussi très justement, une armée syrienne qui n'en est pas vraiment une, qui est essentiellement soutenue par des milices, par des forces étrangères, et puis en face un camp sunnite qui est extrêmement éclaté. Au-delà de l'État islamique, il y a évidemment toujours un certain nombre de forces qui s'opposent à ce régime. Donc je crois qu'il faut faire attention. La crise syrienne est loin d'être résolue et c'est une guerre civile qui oppose des camps qui tous se sont rendus coupables d'exactions. Alors maintenant, ce qui est certain, c'est que sur le plan du symbole, oui, Palmyre est très symbolique, mais ça n'enlève rien aux atrocités commises dans chaque camp et au fait que cette guerre civile, à mon avis, se poursuivra malgré ce qu'on peut présenter aujourd'hui comme un tournant. Ça annonce, d'après vous, des changements aux négociations de Genève qui doivent reprendre le 9 avril prochain? Je pense que ce que souhaitaient les Russes, clairement, c'était remettre en selle le régime d'Assad pour lui permettre en partie de reprendre la main dans ces négociations. Maintenant, la vraie question, à mon avis, c'est au niveau non seulement de la légitimité de ce régime, qui, comme je l'ai dit, tout de même est un régime qui s'est rendu coupable de crimes de guerre. Je crois qu'il faut le rappeler quand même, ne pas penser que ce régime va reprendre la main très simplement sur son territoire. C'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, au niveau de l'opposition,
cette opposition est très fragmentée et surtout l'opposition qui est à Genève, la question qu'on peut poser, c'est est-elle véritablement représentative des dynamiques sur le terrain? Moi, j'en doute énormément. C'est bien pour cela que je crois que malgré des changements au niveau de l'équilibre des forces, malheureusement, je ne vois pas finalement d'évolution encore significative du conflit, en tout cas dans le sens d'une réconciliation ou de la baisse des violences. Et c'est une chose, par exemple, qui n'est pas très relayée dans les médias, mais enfin, il faut dire que ces forces qui libèrent Palmyre violentent elles aussi les populations. Et encore une fois, en face, on a en fait une opacité quant à qui représente la population syrienne et qui représente aujourd'hui l'opposition. Une opposition elle-même très éclatée. Oui, Dominique Trinquant, on aurait tort de réduire d'une certaine manière la guerre en Syrie aujourd'hui à Daesh d'un côté, finalement toutes les autres forces de l'autre, qu'on mettrait d'une certaine manière dans le même sac avec une légitimité qui n'est pas la même de l'une à l'autre et même un problème d'acteurs aujourd'hui. Non, bien sûr, c'est très difficile, tout est complètement parcellaire. Je pense que dans les opérations qui suivent vont être importantes. On ne parle pas des Kurdes, mais la position des Kurdes, en particulier dans les attaques qui vont avoir lieu dans le nord, dans la région de Raqqa et au nord, sont extrêmement importantes, et que ce soit du côté de la frontière syrienne comme de la frontière irakienne. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'opposition sunnite est très morcelée. Donc c'est extrêmement compliqué et sa représentativité à Genève pose problème. Elle-même n'arrive pas à s'entendre sur qui doit présider. Donc il est extrêmement important, tant qu'à la représentativité de la population syrienne, c'est encore plus compliqué. Un quart de la population syrienne n'est plus en Syrie. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que autant sur le terrain, il y a des mouvements qui se marquent très nettement et que Bachir al-Assad a repris l'ascendant, c'est clair, autant aux tables des négociations, ça va être extrêmement compliqué d'arriver à un consensus et que autant Bachir al-Assad se sent appuyé par les Russes, très clairement, autant l'opposition, quelle opposition, est appuyée par qui? Philippe Migaud, elle n'est pas hors jeu tout simplement cette opposition aujourd'hui au vu de la progression sur le terrain de l'armée syrienne qui a quand même repris en quelques mois des parts importantes de son territoire en sécurisant évidemment des villes clés? J'ai l'impression qu'indépendamment de l'avancée des forces gouvernementales syriennes, ce qui met le plus hors jeu cette opposition pour les négociations de Genève, comme le disait très bien notre consoeur, c'est que tout simplement cette délégation de l'opposition syrienne à Genève n'est pas nécessairement très représentative de la réalité de l'opposition sur le terrain. Et puis, bien écoutez, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais on a beaucoup dit quand même que l'opposition syrienne modérée ou démocratique, elle était quand même extrêmement minoritaire. Donc il faut savoir avec qui on va faire la paix. Et même si on arrive à faire la paix avec cette opposition, est-ce que cela suffira pour mettre fin à la crise? Pas du tout. Il restera toujours Al-Nosra, il restera toujours l'État islamique et eux ne sont pas aux négociations. Et donc la crise ne s'arrêtera pas là, malheureusement. Myriam Benrahad, cette reprise de Palmyre, elle survient en pleine opération reconquête côté irakien de la ville de Mossoul, qui est la capitale de facto d'une certaine manière de l'État islamique en Irak. C'est en tout cas ce qu'annonce le gouvernement irakien. Est-ce qu'il faut y voir une simple coïncidence avec ce qui est en train de se passer en Syrie? Et puis autre question, la bataille de Mossoul aura-t-elle lieu? Et si oui, à quel horizon? Écoutez, le parallèle, en tout cas, concerne la mise en échec de l'État islamique. L'idée, c'est vraiment de couper la continuité territoriale, ce qui est fait aujourd'hui à Palmyre, en partie, dans d'autres points du territoire syrien, ce qui est fait en Irak également. Maintenant, concernant Mossoul, ce sera une bataille de très longue durée. Je pense que, si vous voulez, on attendait la reprise de Mossoul déjà en 2015. On voit bien que cette bataille, elle est très complexe. Elle implique aussi un certain nombre de populations civiles. Donc, la campagne de bombardement, la coordination avec les acteurs de terrain, j'irais même plus loin, l'identification des acteurs de terrain, notamment dans le camp sunnite, qui peuvent être ceux qui prennent la relève, elle est très complexe. D'autant que se pose, la question de la représentativité. Qui aujourd'hui représente les sunnites? Alors ça, c'est une question qui est très ancienne en Irak. Qui va prendre la relève? Parce qu'il n'est pas du tout envisageable pour une partie de ces populations que l'armée irakienne, qui s'était rendue coupable d'un certain nombre de violences,
et qui est infiltrée toujours aujourd'hui par un certain nombre de milices chiites qui sont redoutées des populations sunnites pour leurs représailles, on sait très bien que de ce point de vue, on ne pourra mettre qu'en avant des acteurs sunnites représentatifs et acceptés des populations. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'en réalité, on n'a pas aujourd'hui de représentation sunnite claire en Irak, et c'est également le cas en Syrie. Les choses sont très compliquées en Syrie, je dirais, peut-être un peu moins claires d'ailleurs que sur le terrain irakien, mais se pose la question effectivement des acteurs avec qui on fait la paix, des acteurs qui prennent le relais, et surtout, je voudrais ajouter une chose importante, quel État ensuite, parce que comme Philippe Migaud l'a dit très justement, le conflit il porte aussi autour de la question de l'État et des contours de l'État. Est-ce qu'on revient à des formules nationales? À mon avis, ça va être très difficile. Est-ce qu'on opte pour un fédéralisme négocié? En face, on a des projets pan-islamistes portés à la fois par l'État islamique et des groupes comme Al-Nusra et d'autres qui entrent en confrontation directe avec cette idée de revenir à l'avant. Donc je crois encore une fois que ce sont des processus qui vont s'inscrire dans le temps long et qu'il faudra identifier les bons acteurs, ce qui n'est pas tout à fait encore fait, à mon avis, en tout cas du côté irakien, on le voit très clairement. C'est le cas, Philippe Boyer, il faut déjà se projeter dans l'après d'une certaine manière. Penser les avancées territoriales ne suffissent pas. Ce ne sera d'ailleurs pas suffisant pour, partant de Palmyre, reconquérir Raqqa ou des réserves, d'après vous? Forcément toujours au service d'un projet politique. Oui. Donc si le projet politique... Alors déjà l'action militaire... Est-ce qu'il y a un projet politique aujourd'hui dans l'avancée des Russes et des forces syriennes? Alors déjà en Syrie c'est extrêmement flou, s'agit-il de revenir au statut antérieur? Donc là à mon avis ça va être très très compliqué, même si on arrive à s'emparer, à reconquérir tout le terrain et à planter des drapeaux partout, c'est très très compliqué. En Irak c'est presque aussi compliqué, s'il s'agit de revenir à la situation d'avant 2013, on ne voit pas pourquoi la guerre s'arrêterait. Ce qui a fait naître, se développer l'État islamique et d'autres groupes rebelles, ces raisons-là n'auront pas disparu. Donc il y a des aspects purement militaires. Reprendre Mossoul, reprendre l'Euphrate, ce sera encore très compliqué parce que les forces irakiennes, qu'elles soient ce qu'on appelle les unités de mobilisation populaire, c'est-à-dire des milices chiites ou même l'armée irakienne, elles n'ont pas encore forcément ni la consistance ni surtout la légitimité pour vaincre et ensuite et tenir. Qu'est-ce qu'on fait après? Contrôler ce terrain. Les Américains ont mis 1 an pour faire le travail qu'on est en train de demander aux forces irakiennes. Les Américains ont perdu 1000 morts et ont mis 1 an pour le faire et ça a été très compliqué par la suite, en 2004-2005. Dominique Trinquant. Oui, il faut forcément penser à l'après pendant les opérations. Mais pour qu'on comprenne, c'est la condition pour pouvoir reprendre du territoire aux djihadistes ou pour pouvoir ensuite le contrôler? Les deux. Oui. Les deux, pour reprendre, prenons le cas de Mossoul, pour reprendre Mossoul, il faut forcément que les tribus sunnites rentrent dans la bataille contre les djihadistes. Deuxième point, pour que ces tribus sunnites rentrent dans la bataille contre les djihadistes, il faut leur ouvrir des perspectives pour le futur de l'Irak. Ils ne vont pas combattre un État essentiellement chiite avant les combats qui ne leur réserverait pas une place. Donc il faut forcément, deuxième point, un aspect que j'ai déjà signalé, ce sont les Kurdes. La position des Kurdes en Irak qui sont déjà quasiment autonomes, qui cherchent à trouver une position en Syrie, et l'influence de la Turquie, dont je rappelle que la Turquie a rallumé le feu contre les Turcs, contre les Kurdes, en Turquie, et qui va maintenant devoir peser les conséquences de ses actes, parce qu'elle va se trouver dans une situation très très difficile. Ça va effectivement changer la donne. Après vous, Philippe Migaud, quelle est l'incidence que peut avoir une prise comme Palmyre sur effectivement les pays frontaliers, au premier rang desquels la Turquie? Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut souligner pour en revenir au temps jusqu'à ce que cette crise finisse, c'est que là on a assisté à une avancée très rapide des troupes gouvernementales syriennes sur Palmyre, donc en plein centre du pays, une offensive très rapide vers l'est. 20 jours. Hein. Mais il ne faut pas oublier que derrière, au nord-ouest du pays et au sud-ouest du pays, vous avez des poches de résistance qui demeurent, des postes de résistance dans la région de Daïra, des postes de résistance dans la région d'Alep, et que avancer extrêmement vite vers le nord du pays, vers l'est du pays, se précipiter vers la frontière irakienne, vers Deir ez-Zor, c'est prendre le risque de faire une offensive sans sécuriser ses arrières. Quand les Américains, je parle sous le contrôle de Michel, sont entrés en Irak en 2003, ils sont allés extrêmement vite jusqu'à Bagdad, et puis après, malheureusement, ils avaient laissé derrière eux une bonne partie de l'armée de Saddam Hussein. Cette
cette armée, elle n'a pas été désarmée. Les gens se sont évanouis dans la nature avec tout leur matériel, avec toute leur science militaire. Et puis ce sont ces gens-là qui ont donné naissance dans un deuxième temps à l'État islamique. Si on veut un jour reprendre le contrôle de ces territoires, de quelque manière que ce soit, je ne suis pas en train de dire quelle autorité ou sous quelle forme, mais militairement, il va falloir avancer très progressivement et liquider poche de résistance par poche de résistance. Et ça, ce sera encore long. Dominique Rincan. Oui, on revient toujours au rôle des sunnites en Irak. Lorsque les Américains, effectivement, sont avancés en Irak au moment des offensives en 2003, la grosse erreur qu'ils ont commise, ça a été la débassification. Donc tous les sunnites ont été rejetés complètement en Irak, ce qui n'a pas permis de reconstruire un État irakien. L'État irakien a été essentiellement chiite, ce qui a exclu les sunnites. Et aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose pour la reconstruction de l'Irak. Dans les combats, il y a besoin des tribus sunnites. Ça a été un peu le cas à Ramadi, mais c'est encore plus le cas, bien sûr, à Mossoul. On a besoin des tribus sunnites. Et pour que les tribus sunnites viennent combattre, il faut leur donner un rôle dans le futur Irak qui doit se construire. Michel Goya, après avoir perdu Kobané l'année dernière et puis là, Palmyre en Syrie, Tikrit, Ramadi en Irak, dans quel état se trouve réellement l'organisation État islamique aujourd'hui ? Alors c'est une organisation qui tient encore son cœur géographique, sa capitale, son cœur économique, Mossoul. Le vrai centre de gravité se trouve très certainement là. C'est la prise de Mossoul serait pour le coup un vrai événement décisif, enfin majeur. En tout cas, c'est l'Irak qui reste le berceau du groupe État islamique. Bien sûr, même si le projet, même si c'est un projet ces ex-cadres du parti le cœur de l'État islamique, c'est une organisation qui existe depuis 2003. Il faut quand même pas l'oublier, qui a failli mourir en 2007. Déjà, essentiellement grâce à l'alliance des Américains et justement des sunnites, et qui est rené de ses cendres en grande partie par la responsabilité du gouvernement irakien, et qui lui-même n'a pas beaucoup changé de nature depuis. Donc il faut quand même bien le souligner. L'État islamique conserve encore une capacité de puissance, de nuisance, concerne encore des soutiens profonds. Il faut bien comprendre que là aussi, le cœur du sujet, c'est sa capacité aussi à se présenter comme le défenseur des Arabes sunnites contre tout le reste du monde qui les assiège, que ce soit les Kurdes, le régime d'Assad, les Américains, les Russes, et peut-être surtout Bagdad. Et donc voilà, il faut s'attaquer bien sûr à l'État islamique, mais aussi aux causes qui en font que cet État islamique existe et est aussi puissant. Meya Benrad, même question. Quel est pour vous aujourd'hui l'état réel des forces du groupe État islamique, et est-ce que les prises éventuelles de territoire qui pourraient être faites aussi bien par les Russes et les forces syriennes d'un côté que par la coalition, dite coalition internationale de l'autre, est-ce que cela renforce ou affaiblit les risques d'attentats ici même en Europe ? Écoutez, je suis assez d'accord avec ce que Michel Goya a dit. C'est une question, la question de la représentation des sunnites en Irak, elle se pose depuis maintenant 13 ans. Donc ce n'est pas une question nouvelle. L'aliénation est profonde. Concernant les tribus sunnites, la situation n'est pas la même qu'en 2007, lorsqu'un certain nombre d'entre elles s'étaient alliées aux Américains contre l'organisation à l'époque État islamique d'Irak. Un certain nombre de tribus ont perdu espoir dans la perspective d'une intégration aux institutions, à l'appareil militaro-sécuritaire, ont choisi finalement de s'allier à l'État islamique. Ces mêmes tribus sont très divisées. Certaines restent étroitement liées au groupe, d'autres qui ont essayé de se rapprocher des Américains sur le territoire irakien pour lutter contre l'organisation ont été en fait assassinés par centaines par les djihadistes qui, pour le coup, ont anticipé ce potentiel retournement et éliminé systématiquement leurs opposants. Et j'aimerais rajouter à tout ce qui a été dit le fait qu'il y a aussi la question des populations civiles, parce qu'évidemment, les bombardements qui ont fait énormément de morts ont causé la radicalisation d'un certain nombre de ces populations qui se sont donc ralliées à l'État islamique, qui était pour certaines auparavant dans une position, je dirais, soit de passivité, soit de soumission forcée. Et puis il y a la question de la reconstruction, parce que on l'a vu, on libère des territoires, mais quelle reconstruction? Il faut bien comprendre que la destruction elle est immense, que par exemple si on prend le cas de Ramadi, il y a un grand plan de reconstruction qui est annoncé, mais pour le moment les populations concernées sont incapables
de retrouver un habitat digne de ce nom et des conditions de vie correctes. Et au-delà de ça, la question des institutions aussi, parce que ces dernières, en tout cas si on prend le cas de l'Irak, sont gangrénées par la corruption, incapables d'assurer des services à leur population. Et ce sont tous ces facteurs systémiques qui, comme Michel Goya l'a aussi très bien dit, ont nourri sur le temps long, de manière structurelle, le projet alternatif, pan-islamiste de l'État islamique. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ces mots parallèlement à la campagne militaire, on recréera systématiquement des conditions favorables à la prise de contrôle par l'État islamique, ou d'ailleurs même par d'autres groupes, parce que c'est vrai qu'on oublie de dire qu'il y a aussi d'autres groupes sur le terrain qui sont porteurs de ce même projet pan-islamiste, encore une fois alternatif aux États-nations concernés. Donc je pense qu'il faut une stratégie plus systémique qui englobe tous ces aspects pour vraiment mettre toutes les chances de côté pour permettre notamment aux Irakiens, aux Syriens de retrouver une vie décente après des années de guerre et d'horreur pour eux, on peut le dire. Allez, ce sera le mot de la fin de ce débat. Merci à vous, Myriam Benrahad, d'avoir été avec nous en direct de Marseille. Merci également à Philippe Migaud d'avoir été avec nous en plateau. Merci au colonel Michel Goya et au général Dominique Trinquant. Merci à vous tous. Donc pour ce débat, dans un instant, c'est l'actualité vue du net, un œil sur les médias. Et on reparle donc de cette ville de Palmyre, ville qui a donc été libérée des djihadistes, avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour à tous. Libérée du groupe État islamique, on en parle beaucoup dans les médias. Alors on en parle notamment dans les médias russes, on commence avec ce site internet Spoutnik qui donne la parole à certains Syriens, des Syriens qui seraient en liesse, à en croire le site d'info, et qui s'expriment donc sur cette libération de Palmyre dans un article qui fleure bon la joie. En tout cas, c'est cette tonalité du début à la fin de l'article. On trouve par exemple les déclarations de Jihad Fad, un juriste qui explique que l'écrasement de Daesh à Palmyre lui rappelle l'écrasement des nazis pendant la bataille de Stalingrad en février 1943. Évidemment, le parallèle n'est sans doute pas anodin. Ou encore Farah qui explique que la libération de Palmyre est l'événement le plus important que toute autre libération. Cette actualité, on la retrouve évidemment sur le site de Russia Today qui publie des photos et également une vidéo prise par un drone qui a largement été utilisée par les médias occidentaux qui montre les ravages infligés à cette ville millénaire. En tout cas, sur cet article, on explique qu'un certain nombre d'experts espèrent qu'ils pourront restaurer, malgré les graves destructions, cette ville. Ce n'est pas forcément le point de vue de tous les experts. Justement, sur le site du Huffington Post, on retrouve le point de vue d'Annie Sartre-Foria, qui est membre du groupe d'experts de l'UNESCO. Pour elle, il est illusoire de croire qu'on va réussir à reconstruire Palmyre. Et qui c'est un vrai saccage. Vous avez pu entendre d'ailleurs en direct. Alors, exactement. Et puis, le site Slate qui souligne aussi que si Palmyre est connu pour sa richesse archéologique, c'est aussi un fief, ou en tout cas un des symboles répressifs de Bachar al-Assad, parce qu'on se souvient qu'à côté de Palmyre, il y avait une des prisons tristement célèbres du régime, qui a été détruite par l'organisation État islamique il y a à peu près un an. Et du côté de l'opposition à Bachar al-Assad, on s'était même ému de cette destruction, parce qu'on voyait partir en fumée en quelque sorte une des preuves les plus fortes de la répression opérée par le régime de Bachar al-Assad. Alors il y a aussi une autre actualité largement développée dans les médias français concernant cette actualité syrienne. Ce sont ces députés, les Républicains, ainsi qu'un ex-président du FNJ qui était parti en week-end. De la jeunesse. Exactement, qui était parti en week-end chez Bachar al-Assad. Alors on peut rire à l'utilisation de week-end, mais lorsqu'on regarde les photos publiées par ces députés, on a vraiment l'impression qu'ils étaient partis en vacances. Thierry Mariani était parmi eux et il a par exemple tweeté cette image qui semble un petit peu étonnante. Pendant que la bataille fait rage, la foule se presse au souk de Damas, comme si tout allait parfaitement bien en Syrie. Valérie Boyer également a tweeté une image lors de la messe
messe de Pâques. Elle était justement avec Thierry Mariani. Et cette image qui sans doute a suscité le plus grand nombre de réactions. Celle de l'ex-président du FNJ. Exactement, ce selfie avec Bachar el-Assad. Ça a suscité des réactions assez indignées sur les réseaux sociaux. Alors, il y a tout de même quelques réactions qui félicitent ces députés pour leur initiative, parce que c'est une initiative qui a été présentée comme une volonté de soutenir les chrétiens d'Orient. Mais la plupart des réactions et la plupart des tweets sur les réseaux sociaux étaient plutôt des tweets d'indignation, comme celui-ci. Ces parlementaires ont-ils demandé aux milliers de Syriens et de Syriennes réfugiés ce qu'ils pensent de laisser Bachar el-Assad au pouvoir, ou encore cette réaction du côté d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui se demande qui paie pour ce voyage de nos parlementaires et d'un Front National. Est-ce que c'est nos impôts? Exigence de transparence. En tout cas, ça a suscité un débat assez riche sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Karim. Voilà, un œil sur les débats, c'est terminé. Restez avec nous. France 24 continue, bien sûr, l'antenne continue en permanence et un nouveau Paris Direct débute d'ici 5 minutes maintenant. Restez avec nous.